Bonjour à tous. En fait, effectivement, la conférence d'aujourd'hui, là, c'est les enfants à besoins particuliers en contexte de séparation. Je tiens quand même à préciser là, que en droit québécois, en fait, tous les enfants sont égaux, peu importe leur diagnostic, le cas échéant. Et donc, ils bénéficient tous de la même protection. Ce qui fait en sorte que oui, aujourd'hui, je vais vraiment tenter d'adapter la formation vraiment en lien avec les enfants à besoins particuliers, donc donner peut-être plus d'exemples en lien avec ces enfants-là, ou vraiment essayer de faire des parallèles en lien avec les contextes dans lesquels vous pourriez être. Par contre, il faut comprendre que la formation s'adresse quand même à tout enfant mineur et également, il y aura à tout parent d'enfant mineur, en fait, je devrais dire. Et également, il y aura un la fin de la formation, là, vous allez voir, à la fin de la conférence, je vais vraiment traiter de l'enfant majeur parce qu'on comprend que dans le cas des enfants à besoins particuliers, bien souvent, même si l'enfant atteint la majorité, bien, le parent reste là, souvent le proche aidant principal et va rester là, au chevet de son enfant. Là. Même l'enfant souvent reste avec les parents, on continue bon, à s'en occuper, d'avoir des rendez-vous et tout ça. Donc, il y a quand même un impact, même si l'enfant devient majeur. Donc, à la fin, tout le début de la conférence va vraiment être plus spécifiquement sur un enfant mineur. Puis par la suite, à la fin, vous allez voir, là, ça va être indiqué clairement, mais on va parler également des enfants majeurs. La formation a été créée uniquement dans le contexte également de l'accompagnateur, donc dans l'offre de service de l'accompagnateur. Donc, vous comprendrez que c'est la première fois que je la donne. Donc, ça se peut qu'à certains moments, je me réfère là, à mes notes pour être sûre de rien oublier. Par contre, je veux aussi vous mentionner que j'ai quand même tenté de la rendre le plus accessible possible. Je comprends qu'il y a certains professionnels qui peuvent également écouter la conférence ou qui peuvent se joindre à nous. Par contre, je pense que ça se veut quand même être un outil pour plusieurs parents. Donc, pas nécessairement des gens qui ont un bagage juridique super important. Donc, je vais vraiment essayer d'utiliser un langage qui est peut-être un peu moins juridique, un peu plus compréhensible pour tous. Et évidemment, si jamais au fil du temps, vous avez des questions, ben, je vous invite là, peut-être à les nommer ou à effectivement les noter, les inscrire dans le chat pour que par la suite, là, je puisse y répondre. Évidemment, je ne pourrais pas donner d'avis juridique précis aujourd'hui parce que je n'aurai certainement pas toutes les informations requises pour le faire. Donc, c'est sûr que ça va être plus des réponses un peu plus générales, mais je vais tenter de répondre là, vraiment dans la mesure du possible à toutes les questions qui seront posées là, s'il y en a. Je vais juste voir. Parfait. Donc, au programme, là, je vais brièvement me présenter. Par la suite, on va parler là, du modèle québécois et de la primauté de l'intérêt de l'enfant. Il y aura également là, discussion sur le temps parental, donc auparavant appelé le garde droit d'accès. Par la suite, on va parler plus spécifiquement de l'exercice de l'autorité parentale, donc expliquer c'est quoi, dans quel contexte ça s'applique, est-ce qu'à un certain moment, on peut en retirer ou être complètement déchu de l'exercice de l'autorité parentale. On va parler également de la pension alimentaire au bénéfice de l'enfant mineur en premier lieu. Les frais particuliers aussi, qui sont des frais bons qui s'ajoutent à la pension alimentaire, qui ne sont pas comprises dans la pension alimentaire. Et finalement, on parlera vraiment de l'enfant majeur. Donc, on va reprendre un petit peu les mêmes aspects que pour l'enfant mineur, mais vraiment pour l'enfant majeur. Puis on pourra voir les différences également là, entre du moment où on est mineur et l'atteinte de la majorité. Et ça se terminera là, par la période de questions. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Frédéric Rancourt. Je suis avocate depuis maintenant 6 ans, donc depuis 2019. J'ai commencé, moi, ma carrière au sein d'un établissement de santé, donc au contentieux au sein d'un établissement de santé. Et j'ai joint là, l'équipe d'Alinéa Avocate en 2024, donc depuis là, à peu près quasi jour pour jour, 1 an maintenant. Et il faut savoir que le cabinet, la LNA Avocate, a été là, créé par deux de mes anciennes collègues. Et le but là, de la création, en fait, de ce cabinet-là, c'était vraiment d'être au service des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, autant les parents, autant, pardon, les enfants mineurs, les enfants majeurs qui ont des diagnostics quelconques. Sinon, on fait également beaucoup là, de droit de la santé mentale, tout ce qui touche là, vraiment les diagnostics de santé mentale et également là, de la protection là, des personnes vulnérables, donc tout ce qui est aîné et ou proche aidant là, de ces personnes-là. Donc, pour commencer, là, je vais vraiment parler du modèle québécois et de la primauté de l'intérêt de l'enfant. En fait, comme je le disais tout à l'heure, en droit québécois, tous les enfants sont égaux, indépendamment de leur diagnostic s'ils en ont un, également indépendamment de l'impact du statut matrimonial des parents.
Donc, que que les parents d'un enfant soient conjoints de fait, en union civile, mariés, euh, ça n'a pas d'impact sur la protection que l'enfant recevra là, au niveau légal. En fait, également, là, il y a, là, on indique un mot sur le nouveau régime d'union parentale. C'est que, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, mais il y a un régime d'union parentale qui a été créé par le législateur. Et ce régime d'union parentale-là a effectivement été créé dans le but de s'assurer que tous les enfants aient la même protection. Je vais vraiment passer rapidement sur ce point-là parce que ça reste qu'il y a des formations complètes sur le nouveau régime d'union parentale et donc on pourrait en parler pendant des heures, puis c'est pas nécessairement le but de la conférence d'aujourd'hui, mais un exemple concret de ce nouveau régime-là, c'est que avant l'entrée en vigueur de ce régime-là, puis il faut savoir que ça s'applique juste sur certaines personnes, là, ça s'applique pas pour tous, là, mais avant l'entrée en vigueur de ce nouveau régime-là, deux parents, en fait, là, qui habitaient la même résidence familiale, si un des deux parents avait était propriétaire de la résidence familiale à 100%, bien, en fait, en cas de séparation, ça laissait finalement le parent qui était non propriétaire, là, un peu à la rue, si on veut, dans ce sens où il n'y avait plus aucune possibilité de bénéficier de cet endroit-là parce qu'il n'était pas propriétaire. Aujourd'hui, même si on n'est pas propriétaire de la résidence familiale, bien, il y a certains recours qui s'offrent à nous là, qui font en sorte qu'on peut quand même en bénéficier. Et ça, c'est vraiment dans le but que ça amène une stabilité à l'enfant et que ça l'amène d'être égaux, peu importe est-ce que son parent était propriétaire ou non, et que ça assure vraiment, là, c'est sûr, une stabilité là, pour l'enfant. Si jamais ce régime d'union parentale-là vous intéresse, là, je vous invite, là, il y a plein de conférences qui sont données là, un peu sur plein de plateformes. Là, ça peut être intéressant quand même de comprendre là, la différence entre le régime d'union parentale et l'ancien régime. Le droit québécois est vraiment fait. En fait, toutes les décisions en matière familiale vont vraiment être basées, je vous dirais, sur l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment le principe général là, pour qu'un juge rende une décision en matière familiale. Et l'intérêt de l'enfant se décline quand même en plusieurs critères. C'est l'article 33 du Code civil du Québec qui vient dire que les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Ce qui sera pris en considération, notamment, là, parce que c'est pas une liste exhaustive là, qui est sur le PowerPoint, là, mais ce qui sera pris en considération, notamment, ce sont les besoins de l'enfant. Donc, tous ces besoins, autant là, intellectuels, moraux, affectifs, physiques. Également, la capacité parentale de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, un parent qui va vraiment être en mesure de répondre à ses besoins, qui va être en mesure de comprendre le diagnostic, par exemple, de son enfant, qui va être en mesure de faire des démarches en ce sens-là. La relation d'affection aussi entre l'enfant et le parent. Et là, on indique les autres membres de la famille parce qu'évidemment, c'est important qu'il y ait une belle relation. Là, si on veut confier un enfant à un parent X, mais qu'il n'y a aucune relation avec ce parent-là, bien, ça se peut que ce soit pas nécessairement dans son meilleur intérêt qu'il soit confié à ce parent-là. Donc, évidemment, la relation va être importante. Et les autres membres de la famille, c'est également le nouveau conjoint d'un père ou d'une mère qui est séparé, les grands-parents, paternels, maternels, les frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Donc, tout ça va être pris en considération. La stabilité de l'enfant, je pense que dans le contexte des enfants là, à besoins particuliers ou des enfants handicapés, la stabilité, c'est quand même vraiment un élément qui va être mis de l'avant parce que je suis certaine que, puis bon, tout enfant a besoin d'une routine stable, mais je pense qu'un enfant qui a des besoins particuliers, qui peut avoir des diagnostics qui font en sorte que le fait de changer la routine ou tu sais, de vraiment venir modifier certaines choses, ça peut avoir un impact plus grand que peut-être un enfant qui n'a pas de besoins particuliers. Mais là, dans ce moment-là, ça va vraiment être pris en considération. L'environnement psychosocial de l'enfant également, la santé bon, physique et mentale de l'enfant, également la santé physique et mentale du parent qui demande la garde de l'enfant. Donc, il faut quand même s'assurer que le parent soit capable également de s'occuper de l'enfant et de subvenir à ses besoins. On a, nous, des clients là, en santé mentale qui peuvent demander la garde de l'enfant alors que ces personnes-là sont eux-mêmes sous régime de protection. Ben, c'est sûr que vous comprendrez que c'est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment être en mesure de pouvoir assurer les besoins de base. Donc, quand nous-mêmes, on a besoin de quelqu'un pour nous aider, ben, c'est un petit peu difficile là, d'obtenir une garde complète à ce moment-là. On a également la disponibilité réelle des parents.
Ça, c'est quand même important, souvent notamment pour les parents là, qui ont des enfants à besoins particuliers, qui nécessitent beaucoup de rendez-vous médicaux, de suivi en orthophonie, de suivi en physio, de suivi, peu importe, là, tous les types de suivi. Ben, il faut que le parent soit en mesure de prendre congé au travail, soit en mesure d'aller à ce rendez-vous-là, tu sais, de vraiment être capable, ça peut pas toujours être, tu sais, si moi je regarde la garde de mon enfant, mais qu'au final, c'est toujours mon ex-conjoint qui fait les rendez-vous médicaux, qui se présente et tout ça, et qui s'occupe de l'enfant, ben ça se peut que ce soit pas dans l'intérêt de mon enfant, finalement, d'être confié uniquement à moi. Peut-être qu'au final, ce serait mieux une garde partagée ou ce serait mieux encore qu'il soit confié à son père ou à l'autre parent. Également, la disponibilité réelle des parents, ça vient aussi dans certains dossiers. Tu sais, faut pas non plus que si moi je requiers la garde de mon enfant, mais qu'à toutes les fois que je suis avec mon enfant, que je le fasse garder. Tu sais, il faut une disponibilité concrète, il faut être en mesure de prendre soin puis de s'occuper de notre enfant réellement au quotidien. Euh, voilà. Les habitudes de vie des parents également. La non-séparation de la fratrie, ça, c'est quand même un point important parce que puis sans dire que c'est toujours pris en considération, mais en fait, ça va toujours être pris en considération, mais ce sera, je vous dirais là, que c'est quasi toujours appliqué, à moins qu'il y ait des circonstances là, particulières qui justifieraient qu'on sépare la fratrie. Mais je vous dirais que souvent, les juges là, d'entrée de jeu nous disent, là, vous savez, là, moi, je ne séparerai pas les deux enfants. Fait que là, il va falloir soit qu'on trouve un terrain d'entente ou que soit les deux enfants vont être confiés à un ou à l'autre des parents. Parce qu'effectivement, ben, on dirait que ça fait pas de sens là, pour les juges non plus de séparer la fratrie. Évidemment, si pour X raison, puis malheureusement on le voit, il y aurait, je sais pas, une situation d'agression sexuelle entre frères et sœurs, ben là, évidemment, c'est des circonstances particulières qui font en sorte que oui, on pourrait venir séparer la fratrie, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quasi toujours appliqué, sauf circonstances particulières qui viendraient là, nécessiter une séparation de la fratrie. On va également prendre en considération le désir de l'enfant. Le désir de l'enfant, vous voyez, il est en gras sur le PowerPoint pour la simple et bonne raison que je vais vraiment en parler plus en détail là, dans les prochaines diapositives. Et finalement, la disposition là, à favoriser la relation avec l'autre parent, parce que bien qu'on soit séparés ou en contexte de séparation, ben, c'est important quand même qu'il y ait une certaine relation là, qui reste, là, même si on s'entend pas bien. Il faut quand même on soit disposé à favoriser la relation de l'autre parent envers notre enfant. Donc, pour parler plus amplement du désir de l'enfant, il faut comprendre que plus l'enfant va avancer en âge, plus le désir de l'enfant va devenir un critère qui sera déterminant quand on va avoir à déterminer là, des choses en lien avec lui. Autant que ce soit la garde de l'enfant, par exemple, des fois, on a des enjeux au niveau de, bon, on va inscrire l'enfant à quelle école? Est-ce qu'on peut l'inscrire à un sport ou non? Donc, dans toute décision où on devra prendre en considération le désir de l'enfant, mais plus l'enfant avance en âge, plus son désir va être déterminant. Par contre, il faut comprendre que désir de l'enfant n'égale pas nécessairement intérêt de l'enfant. Des fois, on pense que parce que notre enfant de 15 ans veut rester chez nous, ben, c'est sûr que ce sera ça qui sera rendu comme décision. Mais c'est pas toujours le cas, parce que dans un cas où, par exemple, un parent amènerait pas le soutien requis à l'enfant, ou si je reprends l'exemple des suivis médicaux, ben, si un parent n'effectue aucun suivi médical, mais que l'enfant il s'en rend pas compte de ça parce qu'il y a un diagnostic qui lui permet pas de se rendre compte de ça, et que l'enfant maintient la position qu'il veut rester chez ce parent-là, ben même s'il a 14-15 ans, ça se peut que le juge considère que c'est pas dans son intérêt. Donc, le désir de l'enfant ne veut pas nécessairement dire intérêt de l'enfant. Par contre, c'est quand même vraiment pris en considération, là. Je vous dirais, à partir de 10 ans, là, souvent, on le prend beaucoup en considération, et plus l'enfant augmente en âge, le plus ça va être important, là, comme critère. Faut comprendre que l'enfant euh, mineur, là, l'enfant mineur ne sera pas parti au dossier en matière familiale. Donc, les parties au dossier en matière familiale, ce sont les parents. Mais le Code civil du Québec prévoit quand même que l'enfant a le droit de se faire entendre, a quand même le droit d'exprimer ses désirs et d'être entendu. Une des façons un peu, si on veut, d'entendre, de permettre à un enfant de s'exprimer, c'est la nomination d'un procureur à l'enfant. Donc, c'est l'article 90 du Code de procédure civile là, qui le permet. Et certaines circonstances dans lesquelles on va venir nommer, en fait, on va faire une demande là, de nomination de procureur à l'enfant,
C'est souvent dans des contextes où on a des parents séparés et que les deux parents tiennent des discours complètement différents sur le désir de l'enfant. Donc, par exemple, un parent qui dit à sa mère qu'il veut rester, pas un parent, pardon, un enfant qui dit à sa mère qu'il veut rester avec lui à temps plein et le père qui dit, ben moi, mon enfant me dit qu'il voulait être avec moi là, à temps plein. Donc, dans ces circonstances-là, on a vraiment deux versions différentes. Donc, on pourrait faire nommer un procureur à l'enfant. Comment concrètement ça se fait, c'est que nous, quand on rencontre les enfants en tant qu'avocats, on les rencontre vraiment en milieu neutre. On est au courant des prétentions de chacune des parties, mais c'est vraiment plus une discussion qu'on a avec l'enfant. Puis, ultimement, l'enfant finit par nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il veut ou à se confier à nous. On a quand même souvent des dossiers là, d'enfants à besoins particuliers, donc avec toutes sortes de diagnostics. Sachez que c'est quand même quelque chose qui est possible. Des fois, je sais que les parents sont un petit peu plus, ils hésitent un petit peu avant d'aller là parce qu'ils disent, ah, mais moi, mon enfant, par exemple, il est autiste et je pense pas qu'il va nécessairement se confier et tout ça. Bien, souvent, ça arrive qu'on crée vraiment des beaux liens avec ces enfants-là, qu'on est capable là, de vraiment créer un lien, puis que finalement, on va vraiment avoir le désir de l'enfant. Et au final, ce sera son désir qui sera vraiment le déterminant pour le dossier parce que l'enfant a un âge là, qui permet vraiment de croire qu'est-ce qu'il nous a dit est réellement sa volonté. Également, dans des cas où on pense qu'il y a de l'aliénation parentale ou des choses comme ça, bien, nous, évidemment, on n'est pas experts, là, donc on a des compétences limitées, mais des fois, on peut questionner ou on peut écrire dans nos rapports là, que, bon, on doute de certaines choses ou quoi que ce soit, de la façon dont on l'écrit, des fois, on est en mesure de voir que l'enfant, finalement, il se fait dire certaines choses à la maison et qu'il répète. Donc, on peut venir aider également là, le juge à prendre une décision de cette façon-là. Notre rôle, c'est vraiment de venir aider le juge et les parties là, à trouver soit un terrain d'entente ou à prendre une décision. Évidemment, il faut que le niveau de maturité de l'enfant soit assez élevé pour qu'il soit en mesure de nous parler. Donc, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un enfant autiste. Ben, ça se peut que son niveau de maturité soit assez élevé pour qu'il vienne nous parler, mais ça se peut également qu'un enfant qui a un diagnostic autre ou pas du tout de diagnostic n'ait pas la maturité là, assez, n'ait pas le niveau de maturité, en fait, pour venir parler à un avocat. Donc, dans ces circonstances-là, ben, ce sera la rencontre ne mènera à rien, ou en fait, même le juge pourra déterminer que c'est pas requis là, en lien avec le niveau de maturité de l'enfant. Au niveau de qui va payer le procureur en enfant, parce qu'on a souvent cette question-là de la part des parents. En fait, il faut comprendre qu'en droit québécois, tous les enfants sont admissibles à l'aide juridique. Par contre, si le parent en question n'est pas admissible à l'aide juridique, bien, ultimement, l'aide juridique peut refacturer certains services là, aux parents. Par contre, là, comment c'est fait concrètement, je vous avoue que ça, je l'ignore parce que c'est vraiment la Commission des services juridiques là, qui le fait. Mais on a vraiment là, des parents qui nous disent que ultimement, à la fin, ils peuvent se voir là, devoir payer certains frais, mais à prime base, là, les frais de l'avocat à la base sont vraiment payés par l'aide juridique parce que les enfants sont admissibles à l'aide juridique. Au niveau du temps parental, on dit que l'ancienne appellation, c'était plus garde, droit d'accès. Maintenant, on parle plus là, de temps parental, par exemple, de temps parental complet, temps parental exclusif, temps parental majoritaire. Sachez que si quelqu'un vous parle de temps parental exclusif ou de garde exclusive, ben, c'est la même chose, là, concrètement. Il y a différents types de temps parental. Donc, je viens de les nommer. Il y a le temps parental exclusif, qui est effectivement la garde complète. Le temps parental partagé, qui serait la garde, si on veut, 50-50. Ça peut également être partagé en fonction de d'autres pourcentages. Ça peut être du 40-60 ou moins. Également, il y a la garde majoritaire ou minoritaire là, qui s'applique. Il y a différents types de temps parental, mais il y a également différents types d'accès possibles. Donc, des fois, on a des parents qui vont avoir des accès une fin de semaine sur deux. Des fois, on a des parents qui vont avoir des accès juste quelques jours par semaine. Et on a également la possibilité d'avoir des accès qui sont supervisés. Donc, souvent, sont supervisés là, dans des centres souvent, c'est les maisons de la famille là, où il y a des professionnels qui sont en mesure de superviser les accès. Donc, qui vont venir là, s'assurer là, que l'enfant a réponse à ses besoins lors des accès et qu'il n'y a pas d'enjeu là, au niveau des accès. Donc, ça peut être pertinent quand on considère que la personne là, devrait être supervisée parce que nous, on y voit là, certains enjeux.
Par la suite, est-ce qu'il y a une présomption que la garde partagée est dans l'intérêt de l'enfant? Non. En fait, c'est un peu une fausse croyance de penser que dans tous les dossiers de séparation, ce qui est l'idéal, c'est la garde partagée. Ça peut vraiment arriver dans certains dossiers que la garde partagée ne sera pas dans l'intérêt de l'enfant. Un exemple un peu évident, c'est par exemple un parent qui habiterait vraiment loin de l'école de l'enfant ou de l'autre parent. Bien, ça se peut que dans ces circonstances-là, ce ne soit pas envisageable d'avoir une garde partagée parce que ce ne sera pas dans l'intérêt de l'enfant et que ce qui serait priorisé, ce serait plus en fait une garde exclusive à un parent, mais avec des droits d'accès qui pourraient être, par exemple, prolongés pendant la période estivale ou des choses comme ça. Donc, c'est pas, il n'existe pas de présomption. Évidemment, quand c'est possible, c'est sûr que c'est favorable, mais il n'y a pas là, d'automatisme que quand on se sépare, c'est une garde partagée qui est instaurée. Il faut vraiment prendre en considération tous les critères spécifiques au dossier pour déterminer là, le temps parental. Est-ce que, en fait, quelle est la durée d'un jugement en matière familiale, contrairement à, par exemple, un jugement en protection de la jeunesse ou en d'autres types de droits? Un jugement en matière familiale n'a pas de date de fin. Donc, le jugement n'est pas pour une durée établie. Il faut comprendre, par contre, que le jugement est révisable en tout temps s'il existe, pardon, des changements importants euh, dans, euh, dans la situation des enfants ou des parties. Donc, même si ça fait 2 mois que le jugement a été rendu, s'il y a un changement qui est important, qui survient, qui pourrait faire changer la décision, alors oui, on pourrait ressaisir le tribunal et faire réviser le jugement en question. Savoir également qu'en matière familiale, les deux parties peuvent s'entendre sur autre chose, en ce sens que si on a un jugement qui permet une garde partagée, mais pour X raisons, la garde partagée, c'est plus quelque chose qui est possible. Parce que, je ne sais pas, un parent a déménagé à finalement 1h30 de route dû à un nouveau travail, mais on n'a pas l'obligation de ressaisir le tribunal si les parents s'entendent et qu'ils conviennent entre eux de cette façon de faire-là. Par contre, l'avocate en moi vous dirait que vous avez plein d'avantages à ressaisir le tribunal, ne serait-ce que pour la pension alimentaire qui sera possiblement réétablie s'il y a un changement au niveau du temps parental, mais également pour s'assurer qu'on a une décision qui fait office de la réalité et qui est applicable dans les faits. Parce qu'il faut comprendre que si on décide de faire fi un petit peu du jugement qu'on a et de s'entendre entre nous, à partir du moment où il n'y a plus d'entente, bien là, c'est le jugement qui était applicable à ce moment-là recommence à s'appliquer. Donc, ça peut créer certains enjeux, là. Fait que c'est sûr que moi, je recommande toujours à mes clients de retourner au tribunal, mais c'est pas une obligation en soi. Alors, on peut s'entendre dans la mesure, effectivement, qu'il y a une entente là, entre les deux parties. Au niveau de l'exercice de l'autorité parentale, en fait, qu'est-ce que l'exercice de l'autorité parentale? L'exercice de l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et d'obligations que les parents ont à partir du moment où ils deviennent parents, donc dès la naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans. L'autorité parentale, c'est ce qui permet en fait aux parents de prendre toutes les décisions importantes par rapport à l'enfant, donc notamment le lieu de vie de l'enfant, son choix d'école, les soins de santé là, qui sont nécessaires, certains traitements médicaux qui pourraient être nécessaires également, les activités, les loisirs, bref, ça touche vraiment beaucoup de choses. Et c'est les décisions là, notamment importantes là, par rapport à la vie de l'enfant. Faut comprendre, puis là, je réponds un petit peu à la question, est-ce que le parent gardien exerce l'autorité parentale? La réponse, c'est non. Euh, En fait, la prémisse de base, c'est que durant la vie commune, les deux parents exercent conjointement l'exercice de l'autorité parentale. Dès qu'on a une séparation, les parents continuent d'exercer en fait là, l'autorité parentale. Et même, j'irais plus loin en vous disant que même si on est séparés et que, par exemple, moi, je suis séparée de mon conjoint et j'ai la garde complète, mais mon conjoint va quand même continuer d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants. Et même si, par exemple, il y aurait un interdit de contact entre mon enfant et son père, le père en question va quand même continuer d'exercer l'autorité parentale. L'exercice de l'autorité parentale pourra toutefois, puis on le verra par la suite, là, être retiré de façon partielle ou totale, mais sous certaines conditions. Mais à moins qu'on ait un retrait, là, ben, les parents continuent d'exercer l'autorité parentale. Il faut comprendre que le retrait peut être fait uniquement là, par un juge, là, donc par une décision judiciaire.
Est-ce que ça veut dire que automatiquement, à toutes les fois que je prends une décision en lien avec mon enfant, par exemple, j'inscris mon enfant à l'école a besoin de la signature des deux parents? Non. Ça serait un petit peu lourd, sinon, là, ça deviendrait excessivement exigeant pour les tiers là, de demander ça à toutes les fois. En fait, il y a un article du Code civil qui prévoit une présomption à l'égard des tiers de bonne foi. C'est l'article 603. Et ce que l'article 603 vient mentionner, c'est qu'à l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère ou le parent qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre. En fait, cette présomption-là est pour les actes usuels. Puis ça, en fait, ça signifie que pour les actes usuels, un parent qui agit seul est réputé avoir eu l'accord de l'autre parent. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple d'inscription scolaire ou inscription à un camp de jour, bien, la commission scolaire ou les propriétaires ou bon, les gestionnaires du camp de jour ne sont pas au courant de est-ce qu'il y a une chicane entre les parents qui fait en sorte que là, il faut que j'aie la signature des deux parents. Donc, ça devient des tiers de bonne foi qui, eux, à partir du moment où ils ont une signature d'un parent, prennent pour acquis que les deux parents étaient en accord. Évidemment, si jamais c'est pas le cas, ben, il faut aviser là, la personne avec qui on fait affaire là, pour leur mentionner. Euh, parce que ça peut être pertinent, parce que ça peut en venir finalement à des enjeux là, juridiques. Puis je vais en parler un peu plus amplement, là, mais justement, quoi faire en cas de désaccord? Ben oui, il y a la médiation là, qui peut s'appliquer, mais sinon, il y a le recours aux tribunaux. Quand on a un désaccord et qu'on a recours aux tribunaux, ben, ça peut être là, pour ben, pour en fait deux options, là. Ça peut être soit parce qu'on veut faire trancher un désaccord immédiatement. Par exemple, dernièrement, j'ai eu un dossier où il y avait un enfant qui avait là, un TCC sévère, là, donc traumatisme crânio-cérébral sévère, qui avait un impact important sur, en fait, qui a eu un impact important sur son apprentissage durant l'année scolaire et qui a fait en sorte que l'école, ultimement, recommandait que cet enfant-là double son année scolaire. Un parent était en accord, l'autre parent était en désaccord pour plein de raisons qui se valaient l'un et l'autre. Par contre, nous, on représentait le parent qui était en accord et faute de trouver un terrain d'entente, là, faute de trouver finalement un accord entre les deux parents, on a dû saisir le tribunal pour faire trancher concrètement uniquement ce désaccord-là. Finalement, l'enfant a pu doubler là, son année scolaire, mais il faut savoir que par la suite, après qu'on dit que l'enfant a pu doubler son année scolaire, ben, le parent en question qui n'était pas d'accord, là, il continue d'exercer son autorité parentale là, en lien avec la scolarisation de son enfant. Donc, on est vraiment juste venu trancher ce litige-là, ce désaccord-là. Dans un autre cas ou dans le même cas, si par exemple, à toutes les années, on revient à la même chose, puis que le parent en question euh, prenait jamais des bonnes décisions ou des décisions dans l'intérêt de l'enfant en lien avec la scolarisation de son enfant, bien, ultimement, on pourrait en venir à demander de retirer partiellement l'autorité parentale de ce parent-là. Et là, on le ferait vraiment sur la scolarisation uniquement. Donc, si jamais on avait un jugement qui venait retirer l'exercice de l'autorité parentale quant à la scolarisation, mais le parent en question qui se fait retirer cet attribut de l'autorité parentale-là, il conserve quand même les autres attributs de l'autorité parentale. Donc, là, bon, les exceptions, justement, de l'exercice de l'autorité parentale, c'est, bon, le retrait de certains attributs. Donc, c'est un petit peu l'exemple que je viens de vous donner. Mais sinon, il y aurait également l'autre exemple, c'est un parent, justement, peut-être plus dans un contexte d'enfant à besoin particulier, qui n'accepte pas le diagnostic de son enfant et qui systématiquement va refuser les soins qui sont requis par son enfant ou les soins qui sont proposés et qui seraient vraiment au bénéfice ou dans l'intérêt de l'enfant. Donc là, à un certain moment, après plusieurs essais ou plusieurs façons de faire, parce qu'il faut comprendre qu'avant de saisir le tribunal, on tente de trouver des solutions là, qui nous éviteraient de saisir le tribunal. Mais quand on arrive à devoir saisir le tribunal, bien, si on démontre effectivement que ce parent-là systématiquement prend des mauvaises décisions ou refuse les soins, que ça a un impact important sur l'enfant et que c'est pas dans son intérêt parce que toutes les décisions vont être encore vont être prises dans l'intérêt de l'enfant, bien là, on pourrait venir retirer certains attributs de l'autorité parentale, notamment sur le plan de la santé, là, dans cet exemple précis-là. Il y a également la déchéance de l'autorité parentale qui existe. La déchéance de l'autorité parentale, c'est un petit peu plus, je dirais, rare.
exceptionnel. Par contre, ça existe. Ça prend deux critères, en fait, pour en arriver à la déchéance d'autorité parentale. Le premier critère, c'est le motif grave. Et le deuxième critère, c'est l'intérêt de l'enfant. La déchéance de l'autorité parentale va déchoir complètement un parent de son exercice de l'autorité parentale. Par contre, il va toujours rester l'obligation alimentaire. Donc, même si on est déchu de notre exercice d'autorité parentale, ben, on va devoir quand même continuer, si c'est demandé, là, évidemment, et si ça s'applique, de payer une pension alimentaire. Donc, même si moi, j'exerce seule l'autorité parentale de mes enfants pour X, Y raison, ben, mon ex-conjoint devrait, si je le réclame, payer une pension alimentaire, même s'il n'y a plus de droit de regard sur les décisions là, prises en lien avec l'enfant. Donc, quand on dit que c'est une déchéance complète de l'autorité parentale, oui, sauf l'obligation alimentaire. Et tout à l'heure, je vous disais, ça prend bon, des motifs graves et ça doit être dans l'intérêt de l'enfant. Dans les motifs graves, là, rien que pour illustrer quelques exemples, on parle de violence, d'abus, d'abandon et certaines infractions aussi. Là, il y a un exemple d'infraction criminelle grave. Là, fait que, par exemple, pas nécessairement juste abus sexuel, mais tu sais, si la personne est un grand criminel et que ça a un impact sur sa capacité à bon, prendre soin de l'enfant ou encore tu sais, que ça a un impact concret sur l'enfant, que c'est pas dans l'intérêt de cet enfant-là qu'il soit mis en contact ou que ce parent-là exerce l'autorité parentale, mais dans certaines situations précises, ça pourrait là, être accepté comme décision là, de déchoir ce parent-là de l'autorité parentale. Évidemment, comme dans toute décision, parce que là, moi, je vous dis les critères généraux, puis tu sais, j'y vais quand même largement. Mais évidemment, dans tout dossier, dans toute décision, on doit prendre vraiment en considération la situation personnelle de l'enfant, la situation personnelle des parents, et y aller vraiment en fonction des critères là, qui s'appliquent à cette situation-là particulière. Dans tous les cas, le tribunal, peu importe la décision qu'il doit prendre, doit agir en fonction de l'intérêt de l'enfant. Au niveau de la pension alimentaire, j'en ai quand même un petit peu parlé, là, mais les principes généraux, là, en fait, c'est qu'il y a deux articles du Code là, plus généraux qui parlent de l'obligation alimentaire. Donc, le Code civil vraiment prévoit que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments, donc parents et enfants, et que les pères et mères ont à l'égard de leur enfant le droit, le devoir de garde, le devoir également de surveillance et d'éducation, et qu'ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. La pension alimentaire au bénéfice de l'enfant mineur, puis là, je parle vraiment au bénéfice de l'enfant mineur parce qu'un petit peu plus loin, on va parler de l'enfant majeur. Mais la pension alimentaire au bénéfice de l'enfant mineur là, couvre des besoins de base là, qui sont notamment là, indiqués au PowerPoint. Donc, l'alimentation, donc toutes les dépenses pour la nourriture, le logement, donc les frais liés au toit, le loyer, l'hypothèque, ces choses-là, les communications, donc les frais de téléphone, les frais d'Internet, l'entretien ménager, donc évidemment tout ce qui est entretien là, courant du domicile, les soins personnels, donc produits d'hygiène et de soins, les vêtements, les meubles, notamment pour le mobilier de la maison, les transports, donc les frais de déplacement et les loisirs. Il faut comprendre qu'au niveau des loisirs, c'est une partie là, du montant de la pension alimentaire qui va être utilisée pour les loisirs. On verra plus tard que quand il y a des loisirs qui coûtent plus cher, ben là, ça devient des frais particuliers. La pension alimentaire, autant au bénéfice de l'enfant mineur que de l'enfant majeur, va être établie selon le formulaire de fixation des pensions alimentaires. Donc, c'est un formulaire là, qui est automatisé. Et les bases du calcul tiennent compte en fait du revenu de chacune des parties. Là, vous voyez, c'est indiqué revenu et actif parce qu'en droit familial, le revenu, c'est pas simplement ce qui est déclaré là, sur notre rapport d'impôt, sur notre avis de cotisation là, concrètement, c'est également l'actif et la capacité de payer des parents. Quand on parle, par exemple, d'actifs ou de capacité à payer, je vais donner un exemple qui semble évident, mais tu sais, un parent qui déclarait, par exemple, 30 000 sur son rapport d'impôt, mais qui a deux véhicules de l'année à 100 000 chaque, et qui part en voyage 5 fois par année et qui est propriétaire de deux bâtisses de 2 millions de dollars, ben ça se peut là qu'on considère que sa capacité à payer ou que son rythme de vie est nettement supérieur au montant qu'il déclare, au revenu qu'il déclare. Donc, à ce moment-là, on pourrait demander au tribunal de lui imputer un revenu
un revenu qui serait fictif, basé, bon, sur, évidemment, il faut amener de la preuve là, dans ces contextes-là, mais basé vraiment sur le train de vie du parent, la capacité à payer qu'on considère. Et donc, on pourrait venir demander au tribunal de lui imputer un revenu. Et c'est ce revenu-là qui serait utilisé là, aux fins des calculs de la pension alimentaire. Donc, ça pourrait avoir un impact direct sur l'enfant parce que faut comprendre que la pension alimentaire, le but d'une pension alimentaire, c'est premièrement au bénéfice de l'enfant, mais c'est pour venir rétablir un certain équilibre là, entre les parents pour s'assurer que l'enfant manque de rien, qu'il soit chez papa ou chez maman en fonction de qui a la garde. Donc, dans des cas comme ça, on pourrait venir imputer un revenu aux parents, même si concrètement, ils se déclarent un revenu moindre. Évidemment, la pension alimentaire va être établie en fonction du temps parental. Donc, si par exemple, on est dans une garde partagée 50-50, bien là, ça va vraiment être le revenu des deux parents qui vont être pris en considération et ça va être établi en fonction d'une garde 50-50. Par contre, si j'ai une garde qui est exclusive, donc, ou qui est majoritaire, donc qu'un parent a moins de 20 que l'autre parent, en fait, a moins de 20 d'accès ou de droit d'accès de contact avec son enfant, de temps parental, je devrais dire, avec son enfant, à ce moment-là, le parent va payer une pension alimentaire qui va être moindre un petit peu que le parent qui aurait une garde là, euh, ben, en fait, c'est que la pension alimentaire va être établie en fonction de bon, le temps parental de chacun des parents, là. Donc, c'est un parent qui a son enfant 20 du temps va devoir payer un, je pense que j'ai dit l'inverse, mais va devoir payer une pension alimentaire qui va être plus élevée qu'un parent qui aurait son enfant 50 du temps, parce que, bon, il doit payer un petit peu plus, là, parce qu'il n'a pas finalement là, son enfant au quotidien. Évidemment, tout ça en considération du revenu des parents. Là, si le parent qui a que son enfant 20 du temps est au final sur l'aide sociale, bien là, vous comprendrez qu'on ne demandera pas à cette personne-là de payer une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant, là, parce qu'il faut qu'il soit quand même en mesure de la payer, là. La pension alimentaire, on ne peut pas on peut pas obliger un parent à payer une pension alimentaire qui amènerait ce parent-là à ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins, là. Fait que c'est pour ça que c'est pris en fonction vraiment du revenu de chacune des parties, là. Ça, c'est vraiment la prémisse de base. La perception de la pension alimentaire va être automatique, souvent sur, par exemple, une personne qui se fait prendre, là, qui doit payer une pension alimentaire. Souvent, ça va être pris directement sur son revenu si c'est une personne qui est salariée, donc sur sa paye, là, finalement. Mais il faut savoir quand même qu'on peut y renoncer. Puis cette façon de parler, en fait, c'est pour s'assurer que le paiement de la pension alimentaire soit effectivement fait. Par la suite, est-ce qu'on peut déroger au montant prévu par la loi? Bien, il faut comprendre que la pension alimentaire, elle est d'ordre public. Donc, on peut y déroger, mais sous certains critères. Euh, Dans le fond, la contribution alimentaire de base pourrait être augmentée autant que réduite. Au niveau de l'augmentation, elle pourrait être augmentée pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant. Par exemple, tout à l'heure, on étalait là, les besoins de base. Si pour X raison, là, il y a certains besoins de base qui est plus important, ben là, la contribution alimentaire de base pourrait être augmentée. Mais il faut vraiment qu'on vienne faire la preuve que c'est nécessaire là, et que les besoins de l'enfant là, sont supérieurs à ce qui est payé là, par la contribution alimentaire de base. Au contraire, elle peut être réduite, notamment en raison des éléments qui sont mentionnés là, au PowerPoint. Donc, le premier, les frais liés à l'exercice des droits de visite. Donc, un exemple, là, peut-être plus précis en ce sens-là, par exemple, un parent qui habite en France, alors que les enfants sont confiés à l'autre parent qui habite au Québec, ben oui, le parent qui habite en France, comme il n'a pas la garde, il devrait en théorie payer une pension alimentaire au parent qui a la garde. Par contre, si on constate que à toutes les fois qu'il doit venir visiter ses enfants ou à toutes les fois que l'enfant doit venir le visiter, qu'il y a des billets d'avion, donc que certains éléments là, qui sont des frais liés à l'exercice du droit de visite qui entrent en ligne de compte, ben à ce moment-là, on pourrait s'entendre ou venir demander au tribunal de réduire le montant de la pension alimentaire parce que ce serait, par exemple, ce parent-là qui paierait 100 des billets d'avion, si on reprend l'exemple d'un parent qui habite dans un autre pays. Donc, il y a ce point-là. Il y a également les obligations alimentaires à l'égard d'un autre enfant. Donc, on est dans une société où malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont recomposées et où il y a des parents là, qui ont des enfants d'autres unions où ils sont séparés et qui malheureusement vivent une nouvelle séparation.
Donc, si moi, je suis un parent qui doit déjà verser une pension alimentaire pour deux de mes enfants, ben ça se peut que si on me demande de payer une autre pension alimentaire, ben je ne sois plus en mesure concrètement, là, bien que mon salaire là, qui est déclaré, là, si on le met dans le formulaire de pension alimentaire, ça me donne une pension X, ben ça se peut qu'on prend en considération que j'ai d'autres obligations déjà de pension alimentaire que je ne sois pas en mesure de payer 5 de celle-là. Donc, on pourrait effectivement les prendre en considération pour venir diminuer le montant de la pension alimentaire qui serait payable par ce parent-là. L'autre option, c'est les dettes. Ben, l'autre, en fait, exemple, là, c'est les dettes raisonnablement contractées, pardon, pour les besoins familiaux. Dans les deux cas, là, j'ai changé de diapositive, mais dans les deux cas, on doit, autant à la hausse qu'à la baisse, on doit venir justifier, là. Même si on s'entend avec l'autre parent, on doit venir justifier ça, parce que, comme je vous disais, la pension alimentaire, elle est d'ordre public. Donc, c'est régi par la loi. Tout à l'heure, je vous disais, on va parler des frais particuliers qui sont des choses qui n'entrent pas finalement dans la contribution de base de la pension alimentaire ou qui n'est simplement pas compris dans la pension alimentaire. Par exemple, des suivis avec un professionnel de la santé ou privé. Des parce qu'en fait, là, un suivi bon, avec un professionnel de la santé qui est au public, bon, va souvent être gratuit, mais si on doit aller au privé pour X raisons, ben à ce moment-là, ça n'entre pas dans la contribution alimentaire de base. Donc, ça devient un frais particulier. Autre option, si on a besoin, par exemple, d'acheter des meubles spécialisés, un lit électrique pour notre enfant là, qui a des problèmes moteurs, ou si on a besoin d'avoir recours à un transport adapté parce qu'on a un enfant en chaise roulante et que ces frais-là là, ne sont pas remboursés par des assurances ou bon, qu'on n'a pas de contribution, bien, ce montant-là va devenir un frais particulier. Même chose pour un enfant qui ferait là, un sport ou qui pratiquerait, par exemple, des cours de piano, des cours de musique qui sont plus élevés là, que ce qui est prévu dans la pension alimentaire. Alors, à ce moment-là, ça devient des frais particuliers. De quelle façon les frais particuliers vont être rétablis entre les parties? Les frais particuliers vont être rétablis au prorata du revenu de chacun des parents. Donc, si j'ai un parent qui gagne un revenu plus élevé, ben, il va payer une partie plus élevée des frais du total, en fait, des frais particuliers. Sauf si les parents s'entendent autrement, parce qu'on voit souvent dans des dossiers des parents qui s'entendent, bien que la pension alimentaire soit établie entre eux, qui s'entendent de payer 50-50 les frais particuliers. Donc, ça peut être une option, mais la règle générale, c'est que c'est vraiment au prorata du revenu là, de chacun des parents. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'ai un enfant là, qui nécessite des frais particuliers, par exemple des frais d'orthodontie chez le dentiste, bien là, ce ne sera pas couvert par la contribution de base. La pension alimentaire, ça devient un frais particulier. Par contre, si moi j'ai une assurance qui paye 50 de ma facture, ben c'est le total net là, qui n'est pas couvert par l'assurance qui va être réclamé ou qui va être en fait partagé entre les deux parents. Donc, c'est vraiment le montant net. Même chose si on a des déductions fiscales, des subventions, par exemple, pour l'achat d'un lit particulier pour notre enfant ou d'un meuble particulier pour notre enfant, besoin particulier, ben, ça va vraiment être le montant net. Donc, je pense, par exemple, à l'achat d'une chaise roulante. Si on a une subvention pour ça ou qu'on a certains frais qui sont couverts, ben, c'est vraiment le surplus qui n'est pas couvert que nous, on va réellement devoir débourser de nos poches qui va être là, partagé. Excuse-moi, Frédéric, on serait Oui. rendu presque à la période de questions. Est-ce que ça va avec toi? C'est Oh. correct? Ben, je passerai peut-être un petit peu sur l'enfant majeur parce que je pense que ça peut, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de questions, mais on est pas, on est quand même 26. Mais Non, mais c'est si, bon, tu peux continuer. Je voulais juste ouais, te dire parfait. qu'on Bon, ben, était ça veut dire que rendu. je suis plus lente que prévu. Je vais essayer quand même d'accélérer, mais je pense que la partie sur l'enfant majeur va vraiment être pertinente, notamment pour les gens avec des enfants à besoins particuliers. Mais il faut comprendre que dans le cas d'un enfant majeur, on ne parle plus de temps parental ou d'exercice de l'autorité parentale parce que dès l'âge de 18 ans, c'est plus là, en fait, parce que bien que l'âge de 18 ans ne signifie pas nécessairement que l'enfant va être apte à s'occuper de lui-même, surtout dans le contexte d'un enfant handicapé ou d'un enfant à besoins particuliers, euh, il ne sera pas nécessairement apte à prendre des décisions en ce qui le concerne. Par contre, ce ne sera plus de l'autorité parentale ou du temps parental qui va être utilisé. Ça va être plus les mesures de représentation qui vont être bénéfiques et nécessaires dans ces circonstances-là.
Ça pourrait être notamment bon, une tutelle, donc une mesure de protection là, qui pourrait être envisagée et qui nous permettrait notamment de désigner là, le lieu de résidence de l'enfant, d'encadrer par exemple ses fréquentations, de consentir à ses soins, de gérer ses revenus. Il faut savoir que les mesures de représentation, c'est un sujet en soi. Et peut-être même là, que dans le cadre là, des services là, de l'accompagnateur, là, qu'il y aura des formations, là, je l'ignore, mais si jamais il y a des formations sur les mesures de représentation, je pense que ça peut être nettement pertinent dans le cadre d'un enfant à besoins particuliers. Sachez également que nous, de notre côté, chez Alinea Avocate, on a 2 avocates là, qui se spécialisent vraiment là, en mesures de représentation. Donc, si jamais vous avez des questions, là, Maître La Liberté, Maître Gagnon pourrait facilement leur répondre à vos questions. Moi, personnellement, je ne fais pas de ma pratique là, ce type de dossier-là, mais il y a quand même des avocats au bureau qui en font. Ça, je pense que c'est la question quand même la plus importante. Est-ce que la pension alimentaire au bénéfice d'un enfant prend fin à l'atteinte de la majorité? La réponse, c'est non. Ce n'est pas parce que notre enfant mineur atteint l'âge de 18 ans qu'automatiquement la pension alimentaire va se terminer, va prendre fin. Le critère, là, vraiment, qui est prévu à la loi, c'est l'autonomie financière. Ben, en fait, dans la jurisprudence, là, c'est l'autonomie financière. L'autonomie financière, ça veut dire que notre enfant doit être autonome financièrement. Donc, évidemment, si votre enfant habite sous votre toit, qu'il n'a pas de travail, qu'il n'est pas en mesure de subvenir financièrement à ses besoins, bien évidemment, votre enfant ne sera pas considéré comme un enfant qui est autonome financièrement. C'est soit l'enfant lui-même ou le parent qui peut demander là, une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant majeur, le parent, pardon, qui subvient au moins partiellement aux besoins là, de l'enfant. Donc, par exemple, le parent qui logerait un enfant majeur. Et le montant de la pension alimentaire va être établi de la même façon que pour un enfant mineur, donc en prenant en considération le revenu des parents avec le formulaire de fixation des pensions alimentaires, mais également dans le cas particulier d'un enfant majeur, on va prendre également en considération le revenu de l'enfant majeur s'il en a un. Donc, si votre enfant majeur est quand même capable de travailler à temps partiel, ben, on va pouvoir prendre en considération une partie de son revenu. Le cas particulier de l'enfant bénéficiaire de prestations de solidarité sociale. Donc, la prestation de solidarité sociale là, va être prise en considération également par le formulaire de fixation des pensions alimentaires parce que c'est accordé là, normalement la prestation de solidarité sociale sans égard à la contribution parentale en cas là, de contrainte sévère à l'emploi. Donc, ça va être pris en considération quand même dans le revenu de l'enfant. Il faut savoir que pour ce point, cette prestation-là là, en particulier, il va falloir venir prouver que l'enfant a des besoins qui sont supérieurs ou additionnels à ceux qui sont couverts là, par cette prestation-là pour obtenir une pension alimentaire. Comment on peut mettre fin à la pension alimentaire? Bien, encore une fois, c'est par jugement ou par entente. Mais il faut comprendre que le majeur qui serait là, par exemple, un majeur inapte, quoi que ce soit, ben, en fait, sera parti aux procédures. Donc, qu'il soit apte ou inapte, il sera parti aux procédures. Donc, il va être mis au courant de s'il y a une pension alimentaire qui est demandée à son bénéfice, que ce soit demandé par le parent ou évidemment par lui-même. Et il va être automatiquement parti. Donc, automatiquement, il a le droit d'être entendu, se fera entendre s'il le désire, et a également le droit d'être représenté par un avocat. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une nomination pour un procureur à l'enfant. Dans le cas d'un enfant majeur qui serait, par exemple, inapte à se constituer un avocat lui-même, on pourrait avoir une nomination d'office d'un avocat là, pour cette personne-là pour s'assurer que ses droits soient respectés. Et là, la question, et si l'enfant majeur ne devenait jamais autonome financièrement, c'est possible. C'est possible. Dans les cas notamment d'enfants à besoins particuliers, c'est effectivement possible. Et ce que le courant là, mentionne, c'est souvent dans un cas d'enfant majeur ou être malade physiquement ou mentalement, bien, il y a certaines choses les attentes vont différer en fait. Là. Donc, on va tenir compte, oui, de la faculté des parties, donc comme je le disais tout à l'heure, des revenus de chacune des parties, y compris l'enfant majeur, mais on ne va pas exiger nécessairement qu'il travaille ou qu'il fréquente une institution d'enseignement, ou tu sais, on ne va pas nécessairement exiger qu'il soit évidemment comme n'importe quel autre enfant majeur parce qu'il peut arriver qu'il y a des incapacités en ce sens-là. Par contre, au niveau de la fixation de la pension alimentaire, on va tenir compte à ce moment-là vraiment des déductions fiscales que cet enfant-là, à besoin particulier ou handicapé, peut recevoir, des crédits d'impôt qu'il peut recevoir, des subventions. Donc, on vient plus prendre compte un petit peu là, de d'autres choses qu'on ne prendrait pas. Bien,
que oui, on prendrait nécessairement en compte, mais qui ne s'applique pas nécessairement à un enfant là, majeur qui n'aurait pas de difficultés particulières. Également, comme je le mentionnais, la prestation de solidarité sociale qui va être prise en considération et les revenus tirés d'emploi là, à temps plein ou à temps partiel, le cas échéant. Mais on va également prendre en considération la capacité des parents à payer une pension alimentaire, rendue également à ce moment-là. Et sur ce point-là, est-ce que le fait d'avoir un enfant majeur à charge, INAP, ou un enfant majeur à besoins particuliers à votre charge, peut faire en sorte que vous ayez des capacités peut-être plus limitées à générer un revenu plus élevé? Bien, la réponse, c'est oui. Donc, évidemment, on va prendre ça en considération. Un parent qui doit rester à temps partiel à la maison parce que son enfant a énormément de suivi et qui est toujours en train de manquer du travail et tout ça, et qui décide de travailler à temps partiel parce qu'un travail à temps plein est impossible, bien, on va le prendre en considération. Et tout à l'heure, je vous donnais des exemples pour une imputation de revenus à la hausse. Bien, dans un cas particulier comme ça, c'est une possibilité que l'autre parent demande quand même d'imputer un revenu parce qu'il dit, bien, vous seriez capable de travailler plus à un revenu plus élevé. Par contre, souvent, les tribunaux vont reconnaître des limites quant à la capacité d'emploi d'un parent aidant parce qu'il y a des obligations en lien avec son enfant à besoins particuliers. Donc, effectivement, on va reconnaître que ça peut diminuer là, le revenu de ce parent. Il y a des éléments qui sont, puis je termine là, sur ce point-là, là, il y a des éléments qui sont à retenir dans le cas d'un enfant majeur qui sont importants. C'est que pour qu'il y ait une pension alimentaire qui soit établie, l'enfant majeur ne doit pas être en mesure d'assurer sa propre subsistance. Il doit quand même avoir pris les moyens possibles là, pour se faire vivre tout seul dans le meilleur de ses capacités. Évidemment, si c'est impossible, ben, c'est impossible, là. Mais si c'est possible que l'enfant est en mesure de travailler à tout le moins à temps partiel, il faut quand même là, qu'on ait cette possibilité-là. Ou sinon, si l'enfant est en mesure d'être admissible à l'aide sociale ou aux prestations de solidarité sociale, mais on doit prendre ça en considération. Donc, évidemment, on doit faire ces demandes-là avant de demander une pension alimentaire pour s'assurer là, que le parent ne paiera pas indûment alors que l'enfant pourrait bénéficier de d'autres sources de revenus là, qui permettraient de peut-être diminuer la pension alimentaire qui serait due. On va également prendre en considération, évidemment, l'état mental ou physique de l'enfant et ça va être déterminant au niveau de sa capacité de gain notamment. Et comme je vous le disais, le parent doit avoir les moyens d'aider financièrement l'enfant majeur. Donc, c'est un peu ce qui complète. On vous laisse sur une phrase qui dit qu'on comprend que des procédures judiciaires, c'est effectivement là, très difficile, notamment sur le plan humain, mais également là, sur tout ce qui nous entoure. Là, je vous dirais que c'est difficile sur tous les points. Puis que notre but, nous, chez Annie Avocate, c'est vraiment notre mission, c'est vraiment de rendre le parcours accessible puis moins difficile. Donc, on est vraiment là pour soutenir les familles en ce sens-là.